Ils étaient à faire heure lors de ce match-ci, tout simplement. Donne le micro à Thomas parce qu'il est prêt à bondir. Il est prêt à bondir dans cette émission. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Comme d'habitude, je suis avec Xavier, Thomas et Quentin. On va passer un excellent moment. Merci pour votre fidélité et tous vos commentaires. On les lit avec un énorme plaisir. Vous likez et vous vous abonnez parce que forcément, ça fait un petit peu office de passe-droit. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais on est toujours content de parler football avec vous, avec aujourd'hui toute une série de sujets. Évidemment, il y aura du Anderlecht. On va parler des Coupes d'Europe. Il y aura du Diable Rouge aussi, la nouvelle phase de Nations League sera évoquée dans cette émission, le standard évidemment, et bref, il va y avoir énormément de sujets intéressants. Mais juste avant, petit préambule, on a un petit souci de micro, donc entre Xavier et Thomas, ça va s'échanger le micro. Montre-nous un peu comment ça va se passer, Thomas. Voilà, ça fait des échanges et ça récupère. Voilà, il y a une passe de Teddy Thomas pour un but peut-être de Bernard Nguéné. Je ne sais pas. Je tente des choses parce que le Standard aurait bien besoin de ces deux joueurs pour les prochaines journées. Justement, messieurs, on va parler de football. On va s'attarder un petit peu dans cette intro sur la rencontre la plus importante certainement de l'année pour le coefficient européen de la Belgique. Le Club de Bruges face à l'Atlético Madrid dans le cadre des barrages de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on y croit, Quentin ? C'est possible. Je veux dire, c'est possible. Je pense que c'est un Atlético Madrid, on va dire, un peu malade ici cette saison, même s'ils ont battu, je pense que c'était 4-0 le Barça. Après, ils vont perdre 3-0 contre Retafe ou Rayo Vallecano. Je sais pas quelle équipe ils ont ce week-end. Donc, ils sont capables du meilleur comme du pire. Ben, un peu comme le club de Bruges aussi, à domicile, why not, de faire un petit résultat. Après, le club de Bruges a déjà montré qu'en Ligue des Champions, il savait monter le curseur. On l'a vu contre Marseille cette saison, on l'a vu l'année passée contre l'Atalanta Bergame qu'ils ont éliminé en 16e de finale au même tour et tout. Donc, pourquoi pas y croire. Mais il y a un truc, c'est pour moi un élément qui pourrait être décisif, c'est Forbes qui est sorti sur blessure ici ce week-end, et c'est ce joueur qui peut avoir cet accélérateur du côté de Bruges. Si je peux me permettre, l'élément décisif, c'est surtout la forme actuelle de l'Atlético, qu'on a mis 4, je pense, au Barça. Ouais, mais ce week-end, il a perdu 3-0. Ah ouais, mais en Copa del Rey, quand il faut hausser son niveau de jeu et être fort dans des moments importants, ils ont quand même répondu présent. À voir. Ouais. Tu restes quand même positif. Bah oui, il faut y croire. Donc ça peut se jouer après, c'est en aller-retour, c'est le retour là-bas, donc ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. On se rappelle de matchs historiques qu'avait gagné le club de Bruges. On se rappelle d'un match nul d'ailleurs avec une rencontre exceptionnelle de Simon Mignolet en Ligue des Champions en phase de groupe, qui avait permis d'ailleurs au club de Bruges de passer cette fameuse phase de groupe. C'était la dernière année de la phase, on va dire, classique, du format classique de la Ligue des Champions, Thomas. Ouais, non, moi j'y crois, c'est bizarre, vraiment, il faut que je m'adapte, mais non, j'ai envie d'y croire aussi, parce que bon, l'Atlético, avec tout le respect que j'ai pour ce club, c'est pas un top club non plus, donc c'est pas un Bayern de Munich ou un FC Barcelone, donc il y a des chances, et j'ai envie d'y croire, pour le coefficient belge surtout. Et justement, tu parles de chance. Sur quoi est-ce qu'on mise pour tenter l'exploit ? Est-ce que justement, on fait comme à cette époque-là où il y avait une défense qui était vraiment reclue, il y avait un gros travail défensif qui avait été fait, une belle préparation pour essayer de ne pas justement ouvrir l'axe, ou alors justement on met toute voile dehors et on tente le tout pour le tout dans ce match ? Non, c'est ce qu'ils font en généralement en Ligue des Champions Bruges, c'est jouer sur la défense et éventuellement compter sur les contres, et c'est ce qu'ils vont devoir faire de toute manière contre l'Atlético. C'est pas le club de Bruges qui va prendre le jeu en main. Je pense que c'est plutôt l'Atlético, donc compter sur leurs joueurs offensifs, vitesse. C'est pour ça que je rejoins un peu Quentin quand il dit l'absence de Forbes peut peut-être être négatif pour le club de Bruges, mais il reste quand même un certain Solis qui va potentiellement qui est pas en forme, mais qui va potentiellement retrouver sa place de titulaire, et un Diacon. On sait jamais, sur un coup de chance, il peut nous faire quelque chose d'intéressant. Xavier, je vais te poser la question concernant Ademola Lookman, parce que c'est un joueur qui fait vraiment énormément de bien depuis son arrivée en janvier du côté de l'Atlético Madrid. C'est un joueur qui apporte aussi une forme de frivolité, une forme de folie qu'il n'y avait pas dans ce jeu, qui était parfois un peu trop bridé dans celui de Diego Simeone en début de saison. Est-ce que ça aussi, ça peut être vraiment, je dirais, une clé dans la rencontre, la capacité que va avoir le club de Bruges à aller tout simplement cadenasser un talent pareil? C'est vrai que ça va être très compliqué pour Bruges, parce que comme tu le dis, c'est vraiment un talent, et il sort un petit peu des standards de l'Atlético Madrid, donc d'habitude c'est fort cadré, tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde respecte les règles ou ce que Diego Simeone a mis en place.
Et le fait que lui soit un petit peu frivole comme ça, c'est peut-être plus compliqué et dur à cerner. Il va peut-être sortir un geste ou autre dont lui a le secret, qui va vraiment faire la différence et dont la défense de Bruges s'attendra peut-être pas forcément, parce que tu peux préparer ton match, mais quand tu as des joueurs comme ça qui font vraiment la différence sur des trucs instinctifs, c'est toujours très très compliqué à gérer, et ça qui va peut-être faire la différence. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a aussi par exemple un Griezmann qu'on sous-estime tout le temps, même s'il est plus tout le temps titulaire à l'Atlético Madrid, mais il peut sortir de sa boîte et faire la différence à n'importe quel moment aussi. Donc pour se qualifier pour le club de Bruges, d'abord on pense à ne pas encaisser lors du match aller pour essayer de prévoir un retour où il y aurait un peu plus, on va dire, peut-être de contre à saisir, un peu plus de liberté, un sentiment de peur qui sera moins présent. C'est vraiment le match aller qui va déterminer les doubles confrontations. Clairement, parce qu'on sait que l'Atlético Madrid, ils sont à même et capables de parquer le bus comme ils aiment bien faire. Donc si tu perds le match aller, c'est sûr que le match retour, tu vas galérer. Si tu dois aller t'imposer au match retour, c'est mort, je pense. Donc, il faut vraiment assurer ici au match aller. Et c'est vrai qu'il faut faire une bonne chose au match aller. Après, tu peux peut-être entrevoir une qualification. Donc, une défaite au match aller. Je pense que ça condamne le club de Bruges. Ça condamne le club de Bruges. La prédiction de Xavier sur ce match, qu'est-ce que tu penses sur ce club de Bruges Atlético? Le match aller uniquement, pas les deux confrontations. Moi, je pense que Bruges va ouvrir le score, mais qu'à la fin, ce sera un jour 1-1 ou 2-2, mais ce sera un match nul, à mon avis. Xavier, le temps que tu donnes le micro à Thomas, je vais tout simplement passer à Quentin. Ouais, moi aussi, je vois un match nul. Je vois un match nul et une rencontre retour très importante, où bien sûr l'Atlético sera le favori, mais tout reste possible. Thomas? Pareil, pour moi, 0-0. 0-0? Ouais. Il n'y aura pas de but, rien du tout? Je pense pas, non. Je vois vraiment un 0-0. Ok, c'est la forme, clairement, parce que si le club de Bruges arrive à tenir le 0 à domicile, c'est bien, mais il y aura quand même peut-être des occasions à saisir. Tu penses que les joueurs n'en seront pas capables d'aller chercher justement dans une équipe qui défend très très bien une petite opportunité? Pour ça défend très bien, donc je pense qu'on va s'orienter vers un match avec peu de buts et je mise sur le 0-0 parce que l'Atlético défend très bien et le club de Bruges déjà en championnat ils marquent pas très très souvent, même s'ils ont mis un 3-0 face à Marseille, mais non, moi je pense qu'un 0-0 sera le résultat de cette rencontre. Allez, c'est parfait, messieurs, prenez vos pancartes. Xavier aussi, prends ta pancarte. Si on t'entend pas, on te verra et je dirai quelle pancarte évidemment tu as choisi, le d'accord ou le pas d'accord. C'est le d'accord, pas d'accord, bien sûr. Suite à cette rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et la RAL La Louvière, on a des choses à dire. La demi-finale de Coupe de Belgique était un pétard mouillé. Anderlecht a plus que jamais besoin d'un coach pour ne pas retomber dans ses travers. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et on est... Ouais, pétard mouillé, oui. Besoin d'un coach, non, c'est au-dessus. Ok, d'accord. Donc on n'est pas d'accord au niveau de la phrase complète, n'est pas validée par Quentin, pas validée par Xavier et pas validée par Thomas. Va falloir m'expliquer pourquoi. Bah moi pétard mouillé, j'oserais pas dire ça parce que je trouve que le match a été quand même intéressant face à l'Antwerp et même le match ici ce week-end face à la Louvière, les premières 20 minutes ont été vraiment agréable à regarder. T'es gentil. Ouais. 10 bonnes minutes. Ouais. 10 bonnes minutes. Ouais, si tu veux arrondir, on va dire 10. Mais je trouve qu'il y avait vraiment, parce que je me souviens, à la 13e minute, il y avait encore une grosse occasion, donc on est au-dessus des 10 minutes. Désolé pour toi. Donc... L'impertinence de Thomas dans cette émission, vous la connaissez, vous l'entendez, vous l'écoutez chaque semaine. En voici encore un exemple. Du coup, non, je veux juste dire que je trouvais que la création dans cette rencontre, c'était quand même vraiment agréable à regarder du côté d'Anderlecht. Il y avait quelque chose. Je veux pas dire que c'est super bien, c'est super bon. Anderlecht revit, pas du tout, mais je trouve qu'il y avait des choses intéressantes sous Taravel. Suffisant pour avancer avec Jérémy Taravel? Bah suffisant à l'heure actuelle. Quel est le niveau de suffisance justement du côté d'Anderlecht à ce jour? Pour moi, il y a que ce soit Taravel ou un autre, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de différence. Et justement, si on peut donner l'occasion à un jeune entraîneur qui montre quand même des choses intéressantes et que le groupe, tu sens aussi qu'ils sont soudés et qu'ils sont derrière Taravel. Je pense que c'est l'occasion, vu qu'on est quand même en fin de saison et que je pense que ça va être très difficile de redresser la barre. Je trouve que c'est l'occasion de la direction de donner la chance à Taravel, même s'ils vont pas le faire, on le sait de toute manière. Non, mais je vais venir à Xavier dans quelques instants. Tu peux lui donner le micro, mais Quentin, Jérémy Taravel n'est pas capable, selon toi, de hausser le niveau du Sporting. Est-ce que c'est, effectivement, on l'a dit, un mal qui est plus profond, mais sur la dynamique qui est celle du 0-4 à l'Antwerp, il s'est quand même passé quelque chose. Bien sûr, pour moi, ils doivent le garder jusqu'à la fin de saison et travailler l'après-saison avec potentiellement un Taravel en tant que T2 qui connaît déjà le groupe, qui connaît du coup la maison, vu qu'il leur a déjà fait quelques mois et quelques matchs sur le banc d'Anderlecht, parce qu'on a surtout vu, et ça m'a vraiment bien impressionné, lors du match contre l'Antwerp, un collectif.
vraiment une équipe soudée. Et ça, c'était beau à voir et c'était une cohésion d'équipe et c'est ce qui a fait la différence pour notamment faire cette différence qu'ils avaient perdu au match aller. Et donc, dans une finale de Coupe de Belgique, qui est clairement leur objectif de cette saison, ça va être le collectif, ça va être vraiment cet esprit d'équipe qui va pouvoir faire la différence dans un derby contre l'Union. Donc moi, à leur place, je garderais Taravel ici pour vraiment souder cette équipe et travailler de la pré-saison. Je pense que prendre un coach maintenant, c'est vraiment pas une bonne idée, sachant que t'as toujours pas de directeur sportif. Pour moi, la priorité, elle est d'abord là, un directeur sportif, même si on le sait que la direction d'Anderlecht a dit comme quoi il voulait d'abord un coach avant d'avoir un directeur sportif. C'est faire les choses à l'envers. Exactement, on est d'accord. Donc, je pense que prendre un coach maintenant n'est vraiment pas la solution à tous les maux qu'ont Anderlecht pour le moment. Xavier? Moi, je pense qu'au final, c'est pas pétard mouillé dans le sens où ils ont joué contre l'Antwerp un bon match. On a vu une belle cohésion d'équipe, comme l'a dit Quentin. On a vu que toutes les équipes ce week-end, après leur match de coupe, ils ont galéré, ils ont perdu des points. Donc au final, ok, ils sortent d'un match aussi en coupe. Donc c'est pour ça que ce week-end, c'était plus compliqué. Mais ils n'ont pas fait un mauvais match contre la Louvière. Et faut pas oublier non plus, vous avez vu le terrain. Enfin, il y a tempête de neige. Ok, ils l'ont déblayé, mais ça doit pas forcément être évident pour faire un super match. Donc je pense le match de la Louvière ce week-end, faut pas forcément tenir rigueur ou tirer des conclusions après ce match-là. Tout simplement, faut garder en mémoire le match de l'Antwerp qui était très bon et voir le week-end prochain ce qu'ils vont être capables de faire surtout. Le 3-5-2 de Frédéric Taquin leur a fait beaucoup de mal. Ouais, comme beaucoup d'équipes, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui perdent des points à la Louvière. Ou contre la Louvière. Ouais, ou contre la Louvière, à part le Standard ou le premier match où ils sont arrivés leur toute voile d'or, et puis ça a duré qu'un match, mais depuis... l'apprentissage de la Jupiler Pro League, ouais. Ils sont arrivés très naïfs dans ce match. Voilà, dès le premier match, mais dès la deuxième journée de championnat, la Louvière, ils ont fermé la baraque, comme on dit, et depuis, ils prennent beaucoup de points et sont du mal à manœuvrer chez eux. Ouais, un Sporting d'Anderlecht qui... forcément est pas très beau à voir, je trouve, et c'est quand même un peu dommage. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, on va miser avant tout sur cette finale pour terminer la saison en beauté. C'est-à-dire que c'est un peu comment est-ce que on va quand même mettre du sourire sur les visages des supporters. On va gagner le derby contre Bruxelles, et je pense que toute la communication, même autour du club, va être complètement liée à ça. Non, c'est sûr. Après, ils doivent vraiment miser sur cette Coupe de Belgique parce que, bon, on en a parlé la semaine dernière. C'est pas parce que maintenant, enfin, au final, ils ont quand même perdu 2 points face à la Louvière. Donc, on en revient au même constat, c'est qu'ils vont potentiellement rater ces playoffs 1, surtout quand on regarde les calendriers des autres équipes, donc leurs concurrents directs. Donc oui, il faudra tout miser sur cette Coupe de Belgique pour éventuellement accéder à l'Europe l'année prochaine. Allez, reprenez vos pancartes, messieurs. On va enchaîner avec la rencontre du Sporting Charleroi, tout simplement. Le Sporting Charleroi qui a encore perdu à domicile contre la Gantoise. On parlera également des déclarations de Mehdi Bayat. J'espère que vous les avez un petit peu en tête. Je viendrai vers toi là-dessus, Quentin. Karamba encore raté à cause d'un trop grand nombre d'occasions ratées. Les Zèbres vont louper les playoffs. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord. On va pas les louper. On va pas les louper pour Thomas. On va les louper pour Quentin. Cette fois-ci, je ne démarre pas avec toi. Ce sera avec Thomas. T'avais dit quoi la semaine dernière? D'accord. Si tu mettais Charleroi dans le top 6 ou pas? Je sais même plus. Si, je pense que tu les avais mis. Après, on va aller sur le best-of, évidemment, sur le throwback. Donc ça change la pression sur Quentin, évidemment. Ça change la vie comme de culotte, bref, c'est pas grave. C'est le résultat, hein. C'est les performances. Oui, mais est-ce que j'avais annoncé comme quoi ils allaient pas gagner contre Charleroi le week-end dernier, qu'un Rick 2000 contre Gand, tu veux dire. Contre Gand, pardon, qu'un Rick 2000 qui revenait à la maison, qui connaissait les joueurs de Charleroi. C'est ce qu'on a vu, mais j'ai l'impression que cette défaite en coupe a fait vraiment très mal. Ces choix du coach d'avoir tourné contre le cercle et la défaite contre le cercle surtout, je mettrais plus l'accent là-dessus, notamment Mehdi Bayat qui a aussi dit comme quoi il aurait pas dû, il y avait des erreurs au niveau du coach et tout à ce niveau-là. Je pense que ça va rester trop dans les têtes cette défaite du cercle. On parle aussi d'une équipe qui a encaissé 0 but en janvier et qui ici en février a déjà encaissé 11 buts. Donc il y a une fébrilité et je pense que mentalement les joueurs ont perdu beaucoup avec cette élimination. Pour moi c'est faux parce que si cette élimination et la défaite face à Cercle étaient négatives pour eux, je pense pas que Charleroi jouerait un bon match, parce que pour moi face à Gand ils ont joué un bon match, c'est juste qu'ils ont raté les occasions qu'il fallait pas rater. Pour le même prix ils remportent cette rencontre, ça aurait pu aller dans tous les sens, donc pour moi je trouve pas que ce soit si négatif que ça. Je trouve que le jeu est quand même positif et bon, on voit des buts, ce qu'on voyait pas souvent du côté de Charleroi, on voit beaucoup de buts, certes ok les derniers matchs on a beaucoup encaissé, mais si tu regardes le calendrier des autres clubs, donc leurs concurrents directs, pour moi Charleroi a le calendrier le plus facile. Tu les vois gagner le week-end prochain? Mais ils jouent contre Louvain, ils ont 5 matchs, ils jouent contre 4 équipes qui sont classées en dessous d'eux, plus le club de Bruges. C'est pour ça que tu les vois gagner le week-end prochain? Pour moi oui. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Voilà. Je les vois pas, peut-être pas gagner, mais
un point serait déjà pas mal. Vu il reste encore 5 matchs, vu les matchs des autres concurrents, pour moi, Charleroi a vraiment le calendrier le plus facile quand tu joues contre le Cercle, Louvain, Westerlo et Zulte Waregem. Ça devrait le faire. Si tu rates ces occasions-là contre Gand, qui te dit que tu vas les réussir? C'est ça, exactement. Et défensivement, pour le moment, t'es pas bon non plus, hein, t'encaisses beaucoup trop par rapport à avant. Parce qu'ils ont enchaîné les rencontres, ils sont pas à l'habitude de le faire. Pour moi, c'est juste un enchaînement de rencontres. Il a voulu faire tourner, ça a raté. On est d'accord sur ça, mais pour moi, je trouve pas que Charleroi fait un mauvais match face à la Gantoise. Au contraire, je trouve que c'était bon. Ce qui sortait un petit peu des déclarations de Mehdi Bayat après la rencontre, c'est un sentiment de gâchis. C'est le truc de dire, ça, en fait, on a raté le coche, en fait. Ils ont raté le coche, ouais, c'est ça, mais ça veut pas dire qu'ils vont rater les Champions Playoffs. C'est pour ça aussi que je vous pose la question sur ce d'accord. Pas d'accord. Parce que si ça reste dans les têtes. De ce que j'entends de ce que dit Mehdi Bayat, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, mais si ça reste dans les têtes, tu joues pas forcément un bon match, parce que je trouve que le match était bon face à l'Avantage. Je me répète peut-être, mais si t'es mal dans ta tête, tu joues pas. Si ça reste dans la tête, c'est peut-être cette petite différence qui fait que tu rates les occasions, qui fait que tu perds 2-3, que t'encaisses 3 goals, toi, c'est là-dessus. Ouais, moi je reste convaincu que Charleroi ira en Champions Playoffs. Xavier, je voulais te poser la question. Est-ce que tu penses que les Zèbres se sont sabotés dans la rencontre justement en ratant toutes ces occasions? Pas forcément. Moi, je trouve que c'est pas forcément les occasions ratées de Charleroi qui font. Quand tu vois, Gand, ils ont raté plein d'occasions aussi. Donc, au final, si Gand ratait un peu moins, on parle pas des quelques occasions ratées de Charleroi. Hein. C'est juste qu'ils ont joué contre un bon Gand, qui a fait un bon match, qui joue aussi sa place en Champions Playoffs, donc c'est très important. Charleroi, ils enchaînent les matchs, comme l'a dit Thomas. Donc, niveau fraîcheur, même si ça fait tourner contre le Cercle, c'est pas forcément évident. Ils ont pas l'habitude de jouer tout le temps des matchs. Tu joues contre un entraîneur qui connaît très bien tous tes joueurs, donc pour préparer le match, t'as une semaine pour préparer le match, tandis que ton adversaire il en a que 2 ou 3. T'as ton coach, il connaît tous tes joueurs, il connaît toutes les failles, tous les petits défauts que tu peux exploiter un maximum. Je pense que c'est pas forcément le fait les occasions ratées de Charleroi qui font qu'ils ont perdu ce match-là, c'est tout simplement que t'as affronté un adversaire plus fort et mieux préparé que toi ce match-ci. Simplement pour ce match-ci, oui. C'est une autre analyse que tu amènes, toi. Tu amènes le côté individualité moins forte que tu penses que les individualités de Gand... Sur ce match-là, en tout cas. Peut-être pas tous les matchs, mais parce que Gand, c'est aussi les montagnes russes. Hein. Une semaine, c'est catastrophique, l'autre semaine, c'est bien. Mais je trouve que sur ce match-là, Gand a fait un super match. Ils ont exploité les occasions qu'ils devaient. Ils en ont raté pas mal non plus. Donc, au final, c'est 2-3 le score, je pense. Ça aurait pu être 2-4 ou 2-5. Donc honnêtement, je pense pas que c'est les occasions ratées de Charleroi qui font qu'ils ont perdu, mais plus le fait qu'ils étaient affaireurs lors de ce match-ci, tout simplement. Donne le micro à Thomas parce qu'il est prêt à bondir. Il est prêt à bondir dans cette émission. Non, mais dans un certain sens, il a raison. Mais je trouve aussi, par exemple, le noyau le noyau de Charleroi comparé à celui de la Gantoise, il est beaucoup moins étoffé que celui de la Gantoise. Ils ont beaucoup de solutions de rechange sur le banc du côté de la Gantoise, et à Charleroi, non. Tu joues toujours avec quasiment le même 11, et sur le banc, t'as aucun joueur qui peut potentiellement faire une grosse différence quand tu le fais rentrer. C'est vrai, tu peux me citer un joueur qui sait faire la différence sur le banc de Charleroi? Non, actuellement, non. Et à la Gantoise, t'as beaucoup de joueurs qui peuvent... on le voit, regarde, ce week-end, ils ont fait jouer un Sonko qu'on a malheureusement donc jamais tu rejoins un peu l'analyse je rejoins Xavier. Je rejoins. Je pensais que tu n'étais pas d'accord avec ce Non, j'étais d'accord. C'est juste que je voulais juste mettre en valeur que la Gantoise a un noyau beaucoup plus étoffé que celui de Charleroi. Donc c'est pour ça que ils ont eu, comme il disait, plus de temps pour préparer cette rencontre et beaucoup plus d'armes aussi que Charleroi. Du coup la Gantoise en Champions Playoff. Ah oui, mais c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je change pas d'avis sur ça. Moi, pour revenir sur Charleroi, juste avant de passer au match de la semaine, vraiment, je m'interroge sur la mise sous pression à chaque fois qu'a Mehdi Bayat et la pression qu'il a sur les épaules de son entraîneur. Parce qu'à chaque fois quelque chose qui va super bien, c'est le premier à venir taper dans la main. Je me rappelle de ces images incroyables contre Bruges au Mambourg. Oui, avec Diagon, il a prolongé son contrat, machin, je vous donne une exclusivité, il rigole avec tout le monde, machin, tout le monde est pote. Et dès que ça va pas, boum, il arrive dans la presse, il démonte son coach. Ouais. Quand on est coach, quand on est entraîneur, c'est pas une pression facile à supporter. C'est pour ça, moi, je le dis, l'erreur, malheureusement, qu'il a fait contre le Cercle, ça va porter préjudice pour la fin de la saison, parce que, pour moi, clairement, c'est clairement dans les têtes. Si le président en parle, le coach qui dit aussi, j'ai fait des erreurs à ce niveau-là, j'ai fait ça, même des joueurs qui en parlent. Il y a trop de monde qui parle de cette défaite-là. Mais ces déclarations-là, elles peuvent déséquilibrer un vestiaire et un coach, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça met pas en confiance les joueurs, ça met des doutes, ça met beaucoup d'incertitudes, ça remet tout en question, alors qu'ils étaient partis sur une série qui était complètement folle, qui était complètement incroyable.
indiscutable. Donc moi je reste sur mes positions, comme quoi c'est pas bon toutes ces déclarations. Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'avec Charleroi, on a toujours le même truc. On a Chaque année, toujours c'est envie une d'y chose. croire en se disant, allez, ils vont se relever, ils Ouais. vont le faire, machin. Et puis après, on est toujours déçus dans les Ouais, mais moments importants. je sais, mais je vous trouve hyper négatif par rapport à Charleroi parce que même s'ils ont perdu ils ont perdu 3 matchs d'affilée. Mais à parce qu'ils chaque nous font fois, rêver, ils nous je donnent sais, des choses, je sais. ils montrent le niveau Je et ils comprends. montent aussi le curseur Bah oui, en termes mais- d'intensité. Ok, mais je trouve pas que c'est mauvais le niveau. Il y a quand même enfin, je veux dire la Ok. création de jeu, ce qu'on a vu, etc. C'est hyper intéressant. Moi, je suis vraiment pas négatif et je suis même confiant pour eux pour la suite du championnat. Avec ce qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont, leur 11 type, il est hyper intéressant. Ça, pour moi, ça, c'est pas parce que t'as perdu 3 rencontres que ça y est, Mais ta c'est saison toujours elle est les mêmes terminée. Hein. discours. Des bons joueurs qui vont être vendus, qui ont un bon potentiel. À un moment donné, on y croit parce qu'on se dit on gagne quelques bons matchs. Charleroi est bien parti, ils font une bonne saison. Ils arrivent à se redresser, ils font des top performances. Et après, derrière, quand il vient à concrétiser un résultat concret, général, au terme de la saison, ça manque de régularité. Et c'est à chaque fois là que le bas blesse. Chaque année, on revient sur la discussion. Xavier, tu voulais réagir? En fait, le problème, c'est que je trouve que Charleroi aussi, même dans leur communication et tout, ils sont toujours en train de croire à Dieu, enfin, à rêver ou autre. Quand tu vois, genre, ils étaient à peine qualifiés en quart de finale, ils rêvaient déjà de finale de coupe. Ici, quand tu regardes la communication du Sporting, avant le match, avant le début du championnat, vu les résultats du samedi, je crois qu'ils jouaient le dimanche, Charleroi peut finir 4e s'il s'impose ce week-end. Genre, joue ton match, prends les 3 points, commence pas à penser à être 4e si tout se passe bien et tout ça. Et je trouve que Charleroi, ils se projettent trop et ils pensent trop vraiment déjà en avant, genre, hey, on va être dans les Champions Playoff, on va avoir un titre ou autre. Joue tes matchs, prends tes points, fais le boulot sur le terrain avant de commencer à rêver de ceci ou cela. Même je pense que c'est le seul club qui a fait des écharpes pour une demi-finale de Coupe de Belgique. Ouais, une demi-finale. Ouais, de Mais Coupe ça de arrive Belgique. une fois tous les 20 ans, c'est normal, laisse-les rêver un peu. Ouais, Méchant, mais toi. justement, je pense et c'est là le problème, c'est qu'ils ont trop voulu rêver, au lieu de garder les pieds sur terre. Et je pense sérieux parce que contre l'Union, ils auraient pu. Hein, je pense qu'il y a eu des décisions arbitrales et tout qui ont été en leur défaveur, donc ils auraient pu, tu vois. Mais je pense que le retour à la réalité va faire mal. Et on va passer donc au match de la semaine. Il est assez triste, Thomas, de voir les propos qui sont tenus sur Charleroi. Tu continues à croire en eux, on l'a bien compris, et pour toi, tu ne désespères pas. Non. Du coup, pour Vu toi, le c'est qui? C'est Genk qui a un meilleur effectif un moins bon effectif que Charleroi? Ah non, j'ai pas dit ça, moi. Bah alors, parce que tu dis que Charleroi a un très bon effectif, mais du coup, c'est qui doit sauter? Parce que Genk est devant eux, du coup, a un moins bon Quentin, effectif. est-ce que tu as regardé les calendriers des prochains clubs? Ouais, bien sûr, mais il n'y a Bah, pas que les calendriers. bah oui. Attends, en JPL Pro League, tu sais très bien que jamais, quasi, enfin, pas tout le temps, le favori gagne. Il y a des surprises toutes les semaines. C'est impossible. Tu vas arriver, tu vas faire un 1x2 sur la journée du championnat en Belgique. Tu vas mettre les favoris, tu vas mettre ceux que tu penses parce qu'ils jouent qu'on est dernier. Jamais de la vie, t'auras tout le temps bon parce qu'en Jupiler Pro League, chaque week-end, t'as d'énormes surprises. Donc tu peux pas te dire, c'est Charleroi qui a le meilleur calendrier, donc Charleroi va être en bluff 1, ça sera pas comme ça. Bah, c'est ce que t'as dit la semaine dernière. Non, mais là, ça sera pas comme ça. Non, j'ai pas dit ça par rapport à la semaine Bah, dernière. t'as dit Charleroi Mais en là, playoff là, la en semaine parlant dernière. d'effectifs, du coup, donc pour toi, au niveau du calendrier, ils ont un meilleur calendrier que Genk, donc ils auront plus de chances que Genk. Et pourquoi t'as dit Charleroi la semaine dernière Non, en mais là, je te playoff demande, à toi, pourquoi? Bah, pour moi, Genk, moi je l'ai pas mis dans le Champions Playoff la semaine dernière et je le mets pas cette semaine parce que je change pas d'avis. Et du coup, qui va se sauter, Malines? Mais non, c'est Genk qui va sauter. Et Genk, Anderlecht. Genk, là, n'est pas dedans. Ouais, mais là, Anderlecht et Anderlecht, ils sautent, Charleroi à la place, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc pour toi, Anderlecht saute et Charleroi Charleroi, monte ouais. dedans. C'est Ok, ce que j'ai dit la semaine dernière. Ouais. Et Mais c'est ce donc, que t'as dit la semaine dernière aussi. Mais justement, parce qu'ici, il y a eu une journée en plus. Ouais. Et donc, on avait un match d'Anderlecht avec un nouveau coach qui, pour moi, contre l'Antwerp, a été vachement plus plaisant. Et qui a fait 0-0 contre la Louvière. Ouais, mais là, comme Xavier le dit, la météo, le terrain n'a pas aidé Oui, Anderlecht. Là, je suis d'accord aussi. Ouais, mais la décision Et finale, on c'est a qu'ils ont pris Charleroi. qu'un point. On a Charleroi qui vient encore de perdre contre la Gantoise et qui, pour moi, moralement, est clairement dans le bas. Donc, Charleroi aura Et qui beaucoup va plus jouer dur, quoi. contre le Cercle, Louvain, Donc, vu qu'ils jouent Westerlo contre et des- Zult. Donc, ils vont gagner vu que c'est que des équipes qui sont plus bas. J'ai pas dit qu'ils vont gagner, mais ils ont beaucoup plus de chances de prendre 2 points que contre que Genk ou que Malines, par exemple. Ouais, mais il y a tellement Ils de ont surprises encore en des championnat belge qu'on Ouais. verra. Genk, il en est justement question. Restez chaud sur ce débat, Ouais. les amis, c'est très intéressant parce qu'on va parler, bien sûr, avec un focus sur Genk Standard cette semaine qui sera très intéressant, de la rencontre entre le RSCL et l'Union Saint-Gilloise. Évidemment, un but partout, égalisation d'un certain Guilherme Smith, grand copain de Thomas qui nous avait dit clairement qu'il allait être sa révélation 2026, donc d'ores et déjà bien vu par rapport à ça. Ouais, comme Je Charleroi. me suis un petit peu, je vais pas évidemment réagir parce que je suis pas dans la haine. On va se concentrer sur l'Union. Je me suis un peu posé sur les déclarations des différents joueurs du Standard. Il y a eu un peu de Lucas Pirard, il y a eu un peu de Marco Ilaera Mitra, ça y est, je vais y aller. Et je vais y arriver, ça va le faire. Au vu du scénario du match,
est-ce qu'il y a de la déception à ressortir et des regrets du côté du Standard, Quentin? Oui, au vu du scénario, oui, bien sûr, parce que tu mènes 1-0 et t'encaisses un très beau but de Jaren Smith, mais pour moi, El Ancoury doit clairement bloquer cette frappe. Il peut pas laisser le joueur comme ça rentrer de l'aile vers l'axe et laisser tirer. Donc Pirard ne sait rien faire sur la frappe, d'ailleurs, pour moi, parce que elle passe trop facilement. Mais ouais, il y a des regrets. Tu mènes 1-0 à domicile, t'arrives à tenir un Union. Franchement, oui, tu dois avoir des regrets par rapport au match. J'ai encore entendu sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de polémiques encore arbitrales. Il s'est passé quoi dans ce match qui est litigieux? On sait qu'il y a certains joueurs qui ont des totems d'immunité en championnat. C'est plus un secret. Christian Burgess. Ah oui, il y a l'histoire de Burgess. Mais à partir du moment où il y a hors-jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a hors-jeu. Mais même de manière générale, je parle de l'Union aussi de manière générale. Je pense que l'arbitre était très laxiste sur les cartons, notamment quand il y a des embrouilles. Tu as des joueurs qui prennent les joueurs, qui les tirent comme ça vers le sol, que tu mets pas des jaunes à Zorgan, que McAllister qui annule une occasion de contre-attaque sur un Rafiki Saïd qui prend pas la jaune. Je trouve que l'Union, on l'a encore vu cette semaine contre Charleroi en coupe, encore ici ce week-end, encore dans le passé, est très avantagé, on va dire, par l'arbitrage récemment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Clairement, toutes les semaines, l'Union, ils sont avantagés par l'arbitrage. Genre Pergues, par exemple, c'est le nouveau Vormer dans notre championnat. Oh, ça j'adore ça. Ça, c'est vrai, il peut se permettre tout. Ça, j'adore cette phrase. Ça va être notre titre. Hein. C'est magnifique ce que tu viens de me proposer. Burgess, le nouveau Vormer. Magnifique. Il peut se permettre n'importe quoi sur le terrain, il prendra jamais rouge. Ou vraiment exceptionnellement, quand c'est limité, vraiment. ouais. Mais lui, il peut faire tout ce qu'il veut, il prend rien. Et des joueurs de l'Union, comme ça, il y en a plein qui méritent des jaunes. Enfin, quand tu regardes le jeu de l'Union, ok, c'est leur style de jeu un peu plus physique ou autre. Mais tu mets, par exemple, les mêmes joueurs, tu les mets par exemple à Louvain, ils finissent aucun match à 10, à 11. Hein. Et pourquoi toutes les semaines, il y en a. C'est rare quand il y a suspendu pour 5 cartons jaunes du côté de l'Union. Ils n'ont jamais de carton rouge. Les cartons jaunes, c'est très rare quand ils en prennent. Enfin, honnêtement, je ne sais pas ce que l'arbitrage a, mais honnêtement, ils peuvent s'estimer très, très heureux et chanceux, les unionistes, je trouve. Mais c'est vrai que l'Union avait pas nécessairement la réputation d'être proche des arbitres, etc. Et c'est peut-être leur statut de champion qui aujourd'hui leur donne cette accréditation-là, je ne sais pas. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec les déclarations de mes collègues. Bah, dis-le, parce que alors. bon, avant, bah oui, j'avais pas le micro. Non, mais dis-le, je veux dire, dis-le, Ouais, vas-y, quoi. Ouais. Let's go. Mais non, je veux juste dire qu'avant, on disait toujours que c'était Bruges qui était avantagé. Maintenant, on va dire que c'est l'Union qui est avantagé. Moi, je trouve ça un peu... Moi, je m'occupe pas avec ça, qui est avantagé, qui est pas avantagé. Je trouve que, certes, ok, ils ont peut-être... des fois, tu te poses des questions pourquoi ils ont pas des jaunes, mais t'as ça dans chaque rencontre. Moi, je me focalise pas sur l'Union ou autre. Enfin, Ça fait un peu arrive beaucoup, là, pour le moment. Ouais. En fait, c'est récemment, il y a l'Union qui est beaucoup avantagé. Et même, je parle de Visser en lui-même, il était beaucoup trop laxiste. Tu vois, il y a un match comme ça qui est tendu. Il y a pas mal de confrontations entre des joueurs ou autres. À un moment, je crois que tu dois montrer que c'est toi le chef, c'est toi le patron. Et il a perdu le match à ce niveau-là, l'arbitre. Lucas Pirard, Thomas, il a dit une phrase assez, pour moi, qui veut dire quand même beaucoup de choses au micro après le match. Il dit, c'était pas un Union Saint-Gilloise comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bah ouais, justement, j'ai pas trop compris cette déclaration-là, parce que certes, ok, ils étaient moins dedans, tu sentais que c'était plus compliqué pour eux de créer le jeu. Mais ouais, après c'est un peu l'Union des derniers mois, c'est plus l'Union de la saison dernière, c'est plus aussi fluide, etc. Ouais. Même si ils prennent des points, ça joue bien d'une certaine manière, mais quand même assez différent d'avant. Donc c'est peut-être ça qui veut dire que c'est plus l'Union d'avant. Dans le balbezit, comme dirait Rob Scholes. Parce qu'il a joué là aussi, hein, Pirard, il connaît Ouais. il connaît les belles époques de l'Union, donc peut-être qu'il juge par rapport à ça. Donc dans la possession de balle, Rob Scholes en interview disait qu'ils avaient été moins fluides, moins rapides pour passer les ballons, pour aller justement chercher les échanges. Peut-être que ça a manqué de dynamisme en fait simplement. Est-ce qu'il y avait juste un problème d'énergie dans ce match? Ouais, problème d'énergie, l'accumulation des matchs aussi. Ça joue l'Europe, ça joue la Coupe de Belgique. Gare, ils sont en finale là maintenant. Ils ont failli passer en Ligue des Champions. Ils sont premiers dans notre championnat. Donc ouais, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie qui est demandée par ce groupe. Heureusement pour eux qu'ils sont plus en Ligue des Champions, qu'ils doivent pas jouer des séries de finale aller-retour ici cette semaine-ci et le week-end d'après, parce qu'alors, Ouais. je sais pas comment ils auraient fait. Eh ben, en tout cas, pour la saison prochaine, c'est clairement un dossier sur lequel ils doivent travailler, parce que s'ils sont premiers, ils vont encore accéder à la Ligue des Champions. Il va falloir vraiment s'équiper et se préparer Surtout qu'il y aura plus de playoffs. Rajoute-le aussi, c'est qu'il y aura plus de playoffs, donc on pourra plus compter, on pourra plus compter sur ce truc. Ah,
si je suis 3e, 2e, 4e en playoff, si je bats les concurrents directs, je peux encore faire la différence. Là, non, ça serait une phase classique. Donc, il faudra être bon dès le début. En octobre, novembre, décembre, il faudra plus perdre ces points-là. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que l'Union calculée comme ça, c'est plus le club. Oui, plus le club de Bruges, je veux dire, mais dans le sens où maintenant ils ont vu comment le club de Bruges fonctionnait. Donc là, on va dire les 2 points qu'ils ont perdus ce week-end n'est pas alarmant de perdre les 2 points contre le Standard. En phase classique, ça aurait été plus préjudiciable de perdre les 2 points là par contre. Et tu penses qu'ils peuvent les balayer justement ou pas? De quoi? Bah, par rapport à la situation de l'Union, je veux dire au niveau de par rapport à ce que tu disais lié au play-off 1, etc. Est-ce que tu penses que à l'heure actuelle ils sont dans le calcul? Est-ce qu'ils peuvent balayer cette Je dirais pas dans le calcul, comme Thomas a raison, c'est plus le club de Bruges qui dans le passé est dans ce calcul, mais maintenant eux ils ont cette expérience, ils ont été champions l'année passée, donc ils savent comment ça fonctionne, ils savent que où ils doivent être présents, c'est quoi, c'est fin mars, c'est début avril, c'est là qu'il va falloir être costaud. Et donc oui, maintenant ils ont cette expérience qu'ils ont pas eu les autres années, donc ouais clairement ça peut jouer dans leur tête. Ok, non c'est intéressant, c'est très intéressant. Cette Union Saint-Gilloise était quand même, quand t'entends les propos d'Adem Zorgan, très déçu du match. Ils étaient pas contents de ce qu'ils avaient proposé, même s'ils prenaient un point et qu'ils se sont sauvés via un super but d'ailleurs de Smith. Tu sentais que il y avait quand même une impression de trop peu, quoi. Bah, clairement, ils devaient prendre les 3 points du Standard, surtout vu le niveau affiché et les résultats récents du Standard. Tu dois, en tant que numéro 1, t'es obligé de prendre les 3 points chez le numéro 10 du classement, donc ouais. Mais est-ce qu'ils les ont sous-estimés? C'est ça que je veux dire. C'est par là que je veux aller. En fait, j'ai l'impression, dès que le Standard a des blessés, ça joue mieux. C'est ça que je comprends pas. Déjà, Dès qu'ils doivent reconstruire une équipe ou quand il y a beaucoup d'absents, qu'ils doivent positionner des joueurs où il faut pas, il y a toujours je suis pas d'accord avec toi, parce qu'à Bruges, ils ont été sans Thomas, sans Karamoko, ils étaient existants. Là, c'était trop, mais je me souviens, à un moment donné, ils avaient dû mettre Karamoko arrière droit, je sais plus contre qui c'était, ils avaient remporté le match et tout aussi. Enfin, dès qu'ils sont, ils ont pas l'équipe type, bah en fait, ça va mieux, on dirait. Le Standard, c'est une énigme. C'est une énigme. Tu peux pas te dire, je vais mettre 5 € sur la victoire, sur la défaite du Standard. Parce que même si tu penses qu'ils vont perdre 0-3, ils vont être gagnés 2-1, ils vont être faire 1-1 contre l'Union. Après, ils vont jouer contre Dender, avec tout respect que j'ai pour Dender, ils vont prendre un 2-0. C'est une énigme. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs. Je sais pas ce qui se passe quand ils sont sur le terrain. Mais c'est impossible à prédire. C'est impossible à prédire. Le Standard va gagner. Ouais, je suis confiant. Le Standard va gagner. Ou non, le Standard ils vont perdre. La vraie question, Quentin, c'est est-ce qu'ils sont capables de tenir les propos, ou plutôt de faire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que moi, je me base sur notamment ce que dit Marco Ilaera Mitra. Je vais y arriver. Finalement, c'est hyper difficile. Je vais Marco, dire Marco, on comprend. C'est vraiment une galère, ton prénom, Marco. On voulait garder le 0. Et repartir avec les 3 points. Est-ce que le Standard est réellement capable de se dire on garde le 0? Oui, c'est qu'un 5 def. Avec un 5 def, clairement. Ils savent garder un 0. Mais avec un 5 def, t'as des joueurs, on est d'accord, t'as des joueurs ils ont passé beaucoup de matchs à garder le 0 ces dernières semaines? Non, mais en JPL. Donc sur base de ce que t'as vu, tu penses qu'ils sont capables de faire ce qu'ils disent? C'est ça que je veux dire. En Pro League, c'est très dur de garder le 0. Il y a très rarement des clean sheets en Pro League. Donc, mais garder le 0 contre l'Union, en plus. Je veux dire, tu gardes pas le 0 contre Louvain. Ouais, mais attends, t'as vu le secteur offensif? Tu pensais vraiment qu'ils allaient mettre 3 goals à l'Union? C'est le goal, je sais que t'adores Alienza, mais bon, le goal est marqué. Très beau goal. Ouais. Très beau goal de sa part, mais le goal il sort un peu de nulle part. C'est un enchaînement, l'enchaînement comme ça, il le refera sûrement plus cette saison, tu vois. Donc, tu peux pas te dire, le Standard va aller mettre 3 goals à l'Union. Donc, clairement, une fois que t'as mis le 1-0 contre l'Union, tu te dis, on parque le bus et on essaie de garder le 0. Donc oui, je comprends sa déclaration. Donc, du côté de l'Union, on a peut-être sous-estimé le Standard, mais du côté du Standard, on se surestime? Ah, il a pas le micro. Tu peux répéter la question? Non, je disais tout à l'heure, on parlait de cette union qui s'est sous-estimée par rapport qui a sous-estimé le Standard. Est-ce que du côté du Standard, on se surestime, on surestime peut-être ses qualités? À travers ces phrases de Marco Yaramitra, on peut y penser. Qu'on se surestime? Tu trouves que le groupe actuel surestime cette capacité de dire, nous, on veut garder le 0, ok, d'accord. Après, c'est une ambition. Est-ce qu'ils se pensent réellement capables de le faire et est-ce qu'ils pourraient le faire? Techniquement, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire dans les faits, dans le jeu. Après, la déclaration, je trouve que c'est une ambition saine, quand même, de vouloir garder le 0. C'est le bon discours. Si tu dis l'inverse, ce serait quand même bizarre. Donc, est-ce qu'ils ont les capacités pour? Je pense que oui, avec, comme Quentin le disait, la défense à 3. Certes, toi, tu disais que, ils ont pas gardé beaucoup le 0 cette saison, mais c'est que depuis 2-3 matchs, je pense qu'ils jouent avec 3 défenseurs. Donc, peut-être que, avec cette nouvelle tactique-là, ils se disent, il y a peut-être moyen de garder le 0, plus que ce qu'on l'a fait, auparavant. Tu garderais l'association Karamoko-Marco? Ouais, je le garderais, ouais.
T'es satisfait? Ouais, moi je suis content. Encore là aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, pardon, ce week-end, on a vu encore l'infiltration très intéressante de Karamoko. On a vu le but, je pense que c'était contre Anderlecht, si je me trompe pas. Il a failli remettre exactement le même but face à l'Union. Si ça va pas entre les jambes de, enfin après, c'est toujours des circonstances qui font que. Mais si ça ne va pas entre les jambes de Sykes, je pense que il était surpris en fait que ça passe entre ses jambes et qu'il la rate, enfin qu'il la met pas dedans. Mais tu vois en fait son infiltration elle est quand même importante et ça peut apporter des buts pour le Standard. Je vais te demander de donner le micro à Xavier. Xavier, il y a ce match à la CGK Arena, Genk Standard. Est-ce que ce Standard-là est capable d'aller embêter ce Genk qui a été gagné 3-2 à Malines? Il est capable. Dans les circonstances de ce week-end, il est capable d'aller l'embêter parce qu'on a vu que le Standard est capable de faire de certains bons matchs. Puis Genk va jouer à Zagreb jeudi, donc c'est pas à domicile, donc il y a aussi le déplacement. Donc le fait que Genk joue en déplacement en Europe, ça peut aussi aider le Standard. Le Standard, s'ils ont envie de se donner les moyens de leurs ambitions, ils ont besoin de faire un résultat face à Genk. Et au final, même si Genk a gagné contre Malines, c'est quand même fort poussif. Hein. Je trouve que Malines, ils auraient pu faire un meilleur résultat. Quand tu vois qu'un Mathis Servais, il rate un moment un ballon, ça aurait pu être 3-3. Donc honnêtement, Genk m'a pas convaincu ce week-end. Donc clairement, ils m'ont pas l'air fous. Donc pour moi, le Standard peut faire quelque chose. S'ils ont pas encore plein de blessés le vendredi soir, en dernier entraînement ou autre, et qu'on apprend qu'ils arrivent avec une demi-équipe. Mais avec la même équipe que ce week-end, ils sont capables de faire quelque chose. L'avantage, c'est qu'ils tombent pas dans l'euphorie avec un match nul et une égalisation à la 80e. Ouais, c'est vrai. Ça va être un match très très important, surtout dans le calendrier d'après. Parce qu'après, ils enchaînent à domicile avec un match contre la Louvière. Je suis d'accord avec Xavier. On a vu les équipes ici récemment en Belgique, quand ils enchaînent les matchs, ils ont dur. Que ce soit n'importe qui, que ce soit l'Union, le club de Bruges ou autre. Genk est une équipe qui a très dur à tenir le clean sheet. Okay. Vraiment, pour être dans les stats et tous des joueurs individuels. Un peu comme le Standard. Mais encore pire. C'est pire pour Genk. Donc, le Standard peut aller mettre ce petit goal. Après, il faudra vraiment voir comment le coach va jouer la Coupe d'Europe et comment il va faire tourner son effectif, les Karetsas, les Heymans, les Juniaito, comment ils vont tourner entre ces 3 matchs en une semaine. Mais comme je disais, le Standard est capable de tout. Mais c'est le match crucial et le match important si le Standard veut espérer être dans les Champions Playoffs. C'est le match le plus important. Tu le perds, tu peux dire au revoir aux Champions Playoffs, c'est sûr. C'est 3 points vrai. Donc là, on est vraiment sur le match clutch. Pour le Standard, oui. Si le Standard perd, il ne sera pas en play-off. Voilà, tout à fait. Ok, non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'après il y a des rencontres très importantes, notamment à domicile contre la Louvière. On l'a vu dans ce qu'ils ont proposé. L'Antwerp, c'est pas facile. Zulte Waregem n'est pas non plus une mince affaire. C'est pas non plus une équipe très facile à jouer. Donc c'est vrai que on pourrait se dire bon, finalement, c'est quand même des adversaires faciles à gérer. Westerlo a gagné encore ce week-end. Attention, donc, ils vont jouer Westerlo. Donc les 5 adversaires qui leur restent sur le match aller, ils ont fait 13 sur 15. Oui. Ils ont fait 13 sur 15 sur les matchs allés, donc c'est des équipes contre qui cette année ils ont pu sortir un résultat. Donc le match ce week-end contre Genk est hyper important. Hyper important. Genk qui pourrait d'ailleurs jouer la qualité de sa saison dans cette rencontre de UEFA Europa League contre le Dynamo Zagreb. Est-ce que c'est peut-être ça, la petite poire pour la soif pour Genk, histoire de ne pas se retrouver un petit peu congelé par les autres au-dessus qui iront chercher leur place à eux, parce que Genk est d'habitude toujours dans les playoffs 1, dans ces 6 premiers. Est-ce qu'il faut gagner impérativement pour peut-être même économiquement un peu essayer d'aller éponger tous les problèmes qu'il y a eu en ratant la Coupe de Belgique, forcément en perdant, en faisant un début de saison catastrophique avec Thorsten Fink, le départ, etc. C'est assez compliqué du côté de Genk. Gagner, se qualifier contre Zagreb, c'est peut-être un peu éponger tout ça. Bah oui, vu la saison de Genk, c'est déjà étonnant qu'il soit à cette position-là en Europa League. En plus, c'est un adversaire abordable, c'est pas insurmontable, surtout avec le noyau qu'ils ont, parce que faut quand même pas se mentir, quand on regarde le noyau de Genk, c'est niveau Champions Playoff top 4 de notre championnat, donc malheureusement les résultats n'ont pas forcément suivi cette saison. Donc pour eux c'est quand même important d'aller prendre cette qualification aussi pour le coefficient belge pour la suite de leur saison, etc. C'est important. Déplacement à Zagreb qui historiquement a bien réussi à la Belgique d'une manière générale. On se rappelle de la qualification pour la Coupe du Monde 2014 avec un doublé de Romelu Lukaku. C'est quand même des très très beaux souvenirs pour nous amateurs et passionnés évidemment de la Belgique. On va parler de l'instant diable maintenant. L'instant diable parce qu'une grosse information est apparue cette semaine. La grosse information, c'est tout simplement le groupe de la nouvelle compétition, de la nouvelle Nations League. La Belgique affrontera la Turquie,
elle affrontera la France et elle affrontera l'Italie. Et quand je regarde un petit peu ce qu'on en pense, à gauche, à droite, du côté de la Turquie, du côté de la France, du côté de l'Italie aussi, on est extrêmement serein. Notamment Leonardo Bonucci, légende, vainqueur d'ailleurs de l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra, qui dit, pour moi, c'est le meilleur groupe possible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Quentin? Est-ce que la Belgique est donc dans ce cas-là dans le pire groupe possible? Est-ce qu'on peut sortir de ce groupe avec des équipes qui, à la fois, vont très très bien, avec des jeunes talents, notamment avec la Turquie qui sont en train de monter, et la France qui reste un ogre? Ouais, la France reste l'ogre, la France terminera sûrement première de ce groupe. Après, on est une nation qui fait plus peur. Mais du coup, pourquoi pas être une surprise de ce groupe? Parce que peut-être qu'ils vont nous sous-estimer, ils vont se dire c'est déjà un match fait, et du coup tenter quelque chose. Après la Nations League entre nous, ça fait une compétition. On s'en fout. Voilà, c'est même les joueurs. Je pense il y avait déjà des déclarations. Je pense que c'était Ousmane Dembélé qui savait même plus c'était quoi la compétition. Tu considères pas la compète? Ouais, mais je pense qu'il y a vraiment aucun joueur, sauf ils sont vraiment au dernier carré, et encore. C'est une compétition plus pour faire des tests, des matchs amicaux. Et donc là, je vais plus compter sur un Rudy Garcia pour faire des tests. Ici, on va déjà voir ce qu'il va faire au rassemblement du mois de mars. Mais il y a des joueurs qui vont pouvoir tester, des nouveaux joueurs à mettre dans la sélection. C'est dans ces genres de compétitions, c'est pas... Je veux dire, maintenant, ça va être plus compliqué préparer un mondial, même s'il y a un Mika Götze qui n'a pas été sélectionné. J'aimerais bien qu'il vienne dans cette sélection. Mais la Ligue des Nations, c'est vraiment là qu'il va pouvoir faire des tests et tout. Et justement, il sous-estime la Belgique, mais tant mieux. Ça va nous permettre de potentiellement être une surprise. Je suis d'accord avec toi. La Turquie, par contre, n'est pas une nation à sous-estimer parce qu'il y a vraiment des très 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 bons joueurs qui commencent à monter en puissance. Et puis, comme tu dis, la France, ça reste la France. Après, l'Italie, pourquoi pas les battre? Mais c'est pas une manière de se comparer aussi, de pouvoir justement progresser quand on joue des grandes équipes comme ça? C'est pas plus intéressant aussi pour évaluer notre niveau, alors que nous avons eu beaucoup de rencontres avec des adversaires tout le temps plus faibles? Ouais, non, c'est vrai, c'est sûr. Moi, je trouve que, comme Quentin le disait, la Ligue des Nations, c'est une compétition, on s'en fout un peu. Malheureusement, même si je trouve ça quand même un peu plus intéressant que les matchs amicaux classiques. Mais après, dans ce groupe-là, comme Quentin le disait aussi, top 1 France, ça c'est sûr. Et après, je trouve que les trois équipes se valent. C'est trois équipes du même niveau, donc on peut s'attendre à tout. On peut finir dernier comme on peut finir deuxième. C'est vrai que l'Italie est vraiment très grande c'est sûr, c'est plus l'Italie de 2006. Ouais, c'est compliqué. Et même certains observateurs, d'ailleurs, du football italien ne sont pas certains de la qualification de l'Italie en barrage pour la Coupe du Monde. C'est pas la première fois qu'ils ratent. Ça fait quelques années qu'ils ratent les grosses compétitions. En revanche, la Turquie, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, ça passe de groupe, c'est intéressant, ouais. C'est vraiment pas mal. Il y a du Kenan Yildiz, il y a du Hakan Çalhanoğlu. Les grandes stars de la Serie A sont turques aujourd'hui. Arda Güler, évidemment, le numéro 10 du Real Madrid. Et voilà, là, moi, je m'inquiéterais plus. Moi, je vois plus la Turquie deuxième, honnêtement. Voilà. Aussi, ouais. Donc c'est la question que j'allais justement poser à Xavier. 1, France. 2, Turquie. 3, Belgique. 4, Italie. On en est où dans ce classement pour toi, Xavier? Moi, tu suis un peu les amis? Ouais, donc France, oui. Pour le reste, je pense, comme l'a dit Thomas, je pense que en fait, tout le monde va prendre des points contre tout le monde. Donc la deuxième place, ça va vraiment, je vais pas dire aléatoire, mais ce sera... C'est dur de la prédire. Honnêtement, il y a des qualités dans les trois nations. La Belgique, c'est une nouvelle génération qui se cherche un petit peu, mais peut-être que à ce moment-là, ça sera mieux. Peut-être qu'ils sortiront d'une bonne Coupe du Monde, ils seront dans une bonne dynamique. Et à l'inverse, la Turquie sera peut-être l'inverse, alors que pour moi, ils sont bien. Donc c'est vraiment dur à dire. Je pense que la deuxième place est vraiment très très ouverte. Et même la France, oui, de base, ça doit être la première, mais c'est vraiment le groupe où je pense que tout le monde va prendre des points contre tout le monde. Et ça m'étonnerait même pas que la France soit au final, elle doit finir première. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse deuxième parce que tu auras une surprise à tel ou tel match. C'est que des matchs avec des équipes de plus ou moins le même niveau. Bon, après la France, ils sont largement au-dessus. L'effectif, il a oui, mais il suffit quelques blessés, même quelques blessés. T'as plein de trucs. Ça sera un autre coach certainement à ce moment-là. Parce que Deschamps part après la Coupe du Monde. Donc ce sera un nouveau coach. La mayonnaise prendra peut-être pas tout de suite. Il y a tellement d'inconnus que je pense que tout est possible dans ce groupe. À quel point c'est légitime ce genre de rencontre pour vraiment jauger le niveau de ces grandes nations du football? Est-ce que pour toi c'est vraiment des rencontres qui disent ok, on est à ce niveau-là, est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est, comme le dit Quentin, peut-être uniquement des matchs amicaux? Tu te jauges par rapport à quoi, toi? Le problème, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nations qui prennent ça comme des matchs amicaux. Moi je trouve justement que c'est bien dans le sens où t'affrontes que des équipes de ton niveau, plus ou moins, avec les systèmes de division ou autres. Parce que d'habitude, tu fais des qualifs ou des matchs amicaux sans manquer de respect à aucune nation, mais contre l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, des nations toutes faibles. Ici, tu vas jouer que contre et ça, c'est un truc qu'on se plaignait avant. On fait des amicaux, mais on n'affronte jamais des grosses équipes. Et quand on arrive dans les grands tournois, on n'a pas l'habitude d'affronter l'Italie, la France ou autre. Et ici, dans ce genre de compétition, la Nation League, il y a toutes les équipes qui
qui affrontent des équipes du même niveau. Mhm. Et ça, c'est très très important, je pense, pour faire progresser les équipes et essayer de se mesurer à des équipes qui peuvent viser le top. Garde ton micro, Xavier. On va passer au Football Time Award à présent. Merci. On suivra bien évidemment cette Nations League avec la Belgique, donc l'Italie et la France, ainsi que la Turquie. Ce sera évidemment passionnant à suivre dans les prochaines semaines dans le Football Time. À voir aussi le niveau qui sera celui de nos diables dans les différentes compétitions, hein, et ça leur permettra de monter également en puissance. Et puis la Coupe du Monde aussi donnera également un petit level up pour voir où ils en sont par rapport à leur niveau collectif, parce qu'individuel, personnellement, j'ai pas trop de doutes sur leur marge de progression, mais par contre collective, là il y a quand même beaucoup de travail. Donc le Football Time Award avec les joueurs de la semaine, je vais commencer, je vais donner le mien. Anan Kalaili, pourquoi? Parce que c'est un joueur absolument fantastique. Il fait beaucoup de différence sur son côté. Il a mis beaucoup en difficulté aussi le côté gauche du Standard. C'est un joueur qui collectivement apporte beaucoup à cette équipe de l'Union et dont je pense qu'à mon avis son nom résonnera bientôt dans des grands clubs de Première Ligue parce qu'il a un potentiel incroyable. Il a en plus de ça, je trouve, il joint, je dirais, le physique à la technique. C'est un des joueurs dont j'adore le jeu court. Je trouve qu'il a vraiment une belle patte dans ses prises d'initiative, etc. C'est déjà un joueur important, déjà un cadre, déjà un leader alors qu'il a que 21 ans. Voilà, un joueur très important à suivre. Donc Anan Kalaili, mon joueur de la semaine. Xavier. Moi, j'ai pris Max Dean, le buteur de Gand, qui revient d'une grosse blessure. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais ici, il y avait pas mal de blessés, donc il a saisi sa chance à un doublé, tout simplement, même s'il y a un but sur penalty. C'est le genre de joueur très un peu spécial, on va dire ça comme ça. On aime ou on n'aime pas. Moi, il me fait penser un peu à Jimmy Vardy de seconde zone pour le moment, parce qu'il est encore très jeune, il a que 21 ans. Mais au final, il a marqué un doublé, il a permis à Gand de prendre 3 points d'une rencontre très importante pour être Champions Playoff. Donc, il devait être mis à l'honneur cette semaine. Max Dean mis à l'honneur par Xavier, c'est magnifique. Quentin, ton joueur de la semaine. Marcos Peano, gardien de la Louvière, qui a tenu le clean sheet au Lotto Park. Franchement, hâte de voir où il ira cet été. Parce qu'il ne restera pas à la Louvière. Peut-être au Lotto Park, peut-être à Charleroi avec le directeur sportif. J'y ai pensé aussi ce matin. Quand Frutos est parti à Charleroi, je me disais, est-ce qu'il va le prendre dans ses valises? Argentin, ça va dans l'autre club, du Hainaut, à voir. Mais franchement, j'ai hâte de voir où il ira parce que il a du potentiel. Il a du potentiel, déjà âgé, hein, très expérimenté déjà, Marcos Peano. Donc c'est 26 ans qu'il a. 27, 26, 27, c'est ça. C'est pas un jeune gardien, mais c'est un gardien qui, entre guillemets, est un tarmature. Il est arrivé très tard sur le game et il fonctionne assez bien. Tout le monde qui pensait que Nicolas Frutos allait être directeur du football ou directeur sportif d'Anderlecht se sont complètement trompés. On est resté sur notre info. Ça s'est très bien passé. Il devait prendre des vacances en Argentine. Il les a pris depuis longtemps. Il est arrivé. Il a signé à Charleroi. Au revoir les Ulebrius et autres. Louvière qui perd beaucoup quand même. Hein. Quoi? Après David Verlingen qui est parti en Anderlecht, maintenant Nicolas Frutos qui part ici à Charleroi. La Louvière, il va falloir bien se reconstruire. C'est Julien Jacquet, je pense qu'il va monter dans un rôle de CIO Sport dans les prochaines semaines. C'est lui qui prendra la direction pour tout simplement travailler sur les prochains mercatos et diligenter, recruter, coordonner le recrutement en tout cas. Et justement, Salvatore Curaba qui est sorti dans la presse comme quoi il n'avait pas été content du mercato de la Louvière. Donc à voir aussi. Ouais, il n'est pas content aussi que certains joueurs qui payent très cher et qui ne jouent pas. Xavier? Thomas, ouais. Pardon, Thomas. Je sais pas pourquoi En fait, je suis hyper perturbé par cette histoire de micro. Il va falloir qu'on règle ça la semaine prochaine, les amis. Je vous le dis. Petit message à la régie. Sinon, moi, vous me connaissez. Je pars dans les étoiles. Thomas, ton joueur de la semaine. Alors moi, j'ai choisi un joueur sur qui on peut toujours compter. Un mec d'expérience. Son prénom, c'est Sacha et son nom de famille, c'est Tavolieri. Waouh, super joueur. T'as la ref. C'est pas du tout une vanne. Je vais pas recevoir un trophée à la fin de l'année. Il est complètement dans l'impertinence. Il démarre sur l'impertinence dans l'émission. Il termine dans l'impertinence. C'est un malade mental. Vas-y. Désolé. Non, j'ai aussi choisi pour un gardien, pas de clean sheet cette fois-ci, mais qui a fait des arrêts très importants pour son club. Donc Davy Roof, qui a fait un très bon match pour ma part. Donc un deuxième joueur de la Gantoise. Un deuxième joueur de la Gantoise. Vous voulez des places gratuites à la Guélamco, quoi, les gars? C'est comment? J'en ai. Il a pas besoin de nous. Il est au-dessus, l'homme qui va bientôt entrer dans l'agence, la célèbre série sur Netflix. Bref, on va donner le classement général. Je pense qu'il est trusté par Rafiki Saïd. Tout à fait, ouais, grâce à ces matchs à la carte qu'on a parlé récemment, mais voilà. Nous, on s'est fait piéger par les matchs à la carte de Rafiki Saïd, donc on avait le premier du classement. C'est ça que t'es en train de dire. Exactement,
ouais. Incroyable. Bah, et du coup, Rafiki, tu pourrais avoir un trophée en fin de saison. Le seul joueur du Standard qui pourrait avoir un trophée, c'est toi. En tout cas, ça pourrait être le cas avec les Football Time Awards. Continue à jouer à la carte parce que du coup, tu récupérerais encore des points si t'as des gars naïfs un petit peu comme Xavier et Quentin. Bref, on va passer maintenant à l'happening Yes. pour terminer cette émission. Pour terminer, Thomas. allez, un petit quiz, ça c'est un petit moment qu'on avait pu faire sur la 25e journée de notre championnat. Je vais Ok. aller très vite, donc répondez très vite aussi. On va voir si vous êtes vraiment des vrais connaisseurs du championnat belge. Alors, quel joueur a marqué de la tête, est arrivé au mercato d'hiver et a joué son tout premier match pour son nouveau club Quentin. sur corner. Qui a marqué de la tête ce week-end. Qui a marqué de la tête, est arrivé au Spécialiste. mercato d'hiver et a joué son tout premier match pour son nouveau club. Un défenseur central. Est-ce que c'est un 3, Clinton Siala 2, de Western Quel club Mbesso. Mbesso. Ah, mais sur 230. Ouais. Loïc Mbesso. Tout à fait. Quel attaquant a marqué un but contre son ancienne équipe ce week-end? Ayensa. Bien, un point pour Quentin. Citez-moi un joueur ayant commis une faute menant à un penalty. Il y en a 5. Redouane Halal. Ouais, Alal, ouais, c'est ça. Redouane Que Halal. Sarbo, il s'embrouille avec Sadik, et puis Sadik, il se fout un peu de sa gueule parce qu'il provoque le penalty. Il fait partie des 5. Il y avait également Titraoui, Kilrich, Mareinissen et Niakosi. Voilà. Désolé, il faut que je donne le micro à Xavier. On a compris. On va terminer. terminer cette séquence. Vas-y, je t'écoute. Combien de fois avons-nous eu le score de 3-2 ou 2-3 ce week-end? 2 fois? Non, une fois. Non. Ouais, c'est vendredi, il y a eu 3-2. Non. 4 fois alors. 4 fois. En Waouh. effet. Ok. Dernière question. Quel joueur a coupé la seule carte rouge lors de cette 25e journée? Killerich. Voilà. Bon, bah, Quentin a gagné le quiz. Félicitations, avec comme grande avance. d'habitude. On voit qu'il regarde les matchs, on voit qu'il est expert, on voit qu'il est un peu concentré, qu'il travaille. Voilà, merci Quentin d'être là dans cette émission. Le génie, le GOAT, le QTN SLN sera international, évidemment. Thomas, un grand merci. Avec plaisir. Merci pour tous ces petits trucs sympas, là, c'est mignon, merci. Mes excuses, nos excuses, Xavier, merci d'avoir géré à fond. Avec plaisir. Merci d'avoir géré sur cette histoire de micro. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec notre invité du mois. Ça va être très très chouette. On vous laisse la surprise. Dites-le nous d'ailleurs en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera qui l'invité du mois? Toujours cool à avoir vos Dis le retours. club de l'indice. Allez, il joue à Dender. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. C'était le Football Time. À la semaine prochaine pour l'émission avec l'invité du mois. Ciao, ciao!